Salut à tous, c'est Carole et bienvenue sur ma chaîne Codalea. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on revienne sur les séries que j'ai regardées ces 4 derniers mois. Donc on fait un petit peu le bilan du dernier trimestre 2017. Donc depuis le mois de septembre, là jusqu'à ce mois de décembre. Et vu qu'il n'y a pas moins de 9 séries au compteur, je vous propose qu'on ne perde pas de temps, on y va tout de suite. Alors, la première série dont je vais vous parler, il s'agit de Gilmore Girls, une nouvelle année. Donc c'est la nouvelle série de Gilmore Girls qui a été produite par Netflix, qui est sortie je crois l'année dernière si je dis pas de bêtises. Donc cette nouvelle série en fait est composée de 4 épisodes d'1h30, donc voilà, assez étendu je dirais, même si c'est plus court qu'une série traditionnelle comme on a pu les avoir pour les 6 saisons précédentes, 6 ou 7, 6 ou 7 je sais plus. Toujours est-il qu'on retrouve les personnages donc de Gilmore Girls, Lorelai, sa fille Rory, tous aussi les personnages qui gravitent autour. 10 ans après donc la fin de la série telle qu'elle s'était terminée. Et on voit un petit peu comment les personnages ont évolué. Rory qui revient en fait donc à Star Hollow, oui c'est ça, Star Hollow, et puis qui un petit peu essaie de retrouver un sens à sa vie, parce que le boulot ça va pas super, les amours ça va pas super non plus, et du coup voilà, c'est un peu dans cette ambiance là que repart cette série-là. Je l'ai vraiment regardée vraiment avec beaucoup de plaisir, donc elle est découpée en fait en 4 saisons, 4 épisodes, 4 saisons, à chaque fois, donc avec les saisons qui sont importantes pour les filles, les Gilmore Girls. Globalement, j'ai plutôt bien aimé. Voilà, on retrouve vraiment l'ambiance de Gilmore Girls. Alors, évidemment, il y a des personnages qui sont plus là puisque le père Gilmore, en fait, le patriarche, est décédé entre-temps, Richard Gilmore. Et voilà, on sent quand même il y a son aura, son fantôme qui est au-dessus de cette saison-là, parce que on sent qu'il manque, et voilà, donc sa femme Emily Gilmore est en plein deuil. Voilà, il y a tous ces personnages qui ont du mal un petit peu à passer le cap. Et voilà, enfin c'était super intéressant, ça fait vraiment super plaisir aussi de revoir les personnages qui ont pris un petit coup de vieux quand même, comment il s'appelle, ça y est, j'ai un trou de mémoire, c'est pas grave. Le mec de Lorelai, ça va me revenir, Luke, voilà, Luke, qui a un petit peu les tempes grises maintenant, et puis même, quand on revoit Jess et puis même Dean, qui ont bien grandi depuis. C'est pas, Dean, il a même, voilà, il a poussé qu'en hauteur, il a poussé en largeur. Voilà, il y a tous ces petits trucs qui font vraiment que ça fait plaisir, et puis on attend de revoir aussi Suki, on l'attend pendant longtemps, et puis quand on va voir, c'est génial. Il n'empêche que la fin de la série, je veux pas spoiler, mais ça s'arrête sur un truc, voilà, forcément, ça, qui fait plaisir aux fans, en même temps qui appelle des choses derrière, quoi. Donc du coup, est-ce qu'il y aura une suite ? Je ne sais pas. En tout cas, donc Gilmore Girls, une nouvelle année, ça a été plutôt cool. J'enchaîne ensuite avec les séries de Criminal Minds saison 11 et 12. Et ensuite, j'enchaînerai avec le Criminal Minds Beyond Borders, donc je peux l'unité sans frontières, je crois en français. Alors Criminal Minds, j'ai suivi vraiment depuis le début, et en fait, au fur et à mesure des saisons, je trouvais que ça devenait un peu plan-plan. J'avais vraiment du mal à continuer à regarder, et puis en général je me les enfilais, et puis je la regardais plus pendant 2 ans, et puis ensuite je rattrapais mon retard. Et en fait la saison, que je dise pas de bêtises, non c'est la saison 12 où il disparaît. Donc la saison 11 c'est la dernière où il y a Derek, je crois, la saison 12 c'est la dernière où il y a Hotch. Puisque l'acteur, à l'époque du tournage, avait eu un petit coup de colère et avait frappé, je crois, un des producteurs, ce qui fait qu'il avait été évincé instantanément de la série. Donc je crois que c'est à partir de l'épisode 3, il est jusqu'à l'épisode 2, l'épisode 3, il dégage, et puis il s'arrange pour le faire partir discrètement dans la série, enfin discrètement, pas très discrètement, mais bon. Toujours est-il que je trouve que, voilà, ce qui est bien dans cette série-là aussi, ce qui finalement a fait du bien, je trouve, j'adore Derek et j'adore le personnage de Hotch, mais on en est à la saison 12, 13 qui vient de commencer, j'ai pas encore regardé, mais la saison 12, et voilà, au bout d'un moment, on a toujours les mêmes personnages, et ça a tourné un peu en rond, je trouve, même s'ils essaient toujours de mettre un petit peu des sous-intrigues
autour de... j'ai plus les noms en tête, putain, c'est abominable. Dr. Reed, voilà, par exemple. J'avais beaucoup aimé la saison où il y avait Jennifer Love Hewitt. Je trouvais qu'elle amenait vraiment un bon souffle de nouveauté. Et du coup là, ils ont fait un petit peu le même principe à partir de la saison 11. Il y a des nouvelles têtes qui arrivent. Et ça leur donne un petit peu un coup de nouveauté dans cette série qui commençait un petit peu à tourner en rond et voilà, du coup on cherche un petit peu à cerner un peu les nouveaux personnages, les découvrir, etc. Un peu aussi leur background, leur famille, enfin tout ce qui se passe en dehors des enquêtes criminelles. Et la saison 12, je trouve que justement avec Hutch évincé, il y a Prentice qui prend beaucoup plus de place et je trouve que justement il y a une nouvelle dynamique qui s'est créée au sein de l'unité qui est vachement bien menée et voilà, je veux pas du tout parler ensuite de donner des spoilers sur ce qui se passe à l'intérieur, il y en a peut-être parmi vous qui l'ont pas encore vu. Bref, j'ai trouvé que c'était plutôt une très très bonne, les 11 et 12, de très bonnes saisons de Criminal Minds. J'enchaîne en parlant du spin-off de Criminal Minds, donc Beyond Borders, je crois que c'est l'unité sans frontières en français, je l'ai pas vu du tout en français, je l'ai vu en anglais. Qu'est-ce que je peux en dire? À la fois du bien et du pas très bien, dans le sens où l'idée était vraiment intéressante. Voilà, l'idée de cette série-là, c'est que donc vous avez une unité qui sont rattachés au FBI qui en fait vont intervenir dans d'autres pays du monde. Donc quand en fait il y a une affaire criminelle qui est autour d'un Américain, que ce soit une victime ou un perpetrator, j'allais dire, enfin, un criminel, voilà, un criminel ou une victime américaine. Alors, au niveau de la vraisemblabilité, enfin bref, la crédibilité de la chose, je ne sais pas du tout comment ça se passe justement au niveau, je sais pas, une unité, enfin comme ça, du FBI qui s'invite au niveau du droit international. Je sais pas si c'est vraiment très représentatif de la réalité. En tout cas, c'est intéressant de les voir à l'extérieur des frontières américaines, mais vous avez en fait un épisode qui se passe dans un pays différent, enfin censé, parce qu'à mon avis ils ont pas été tournés dans les pays du monde entier. À mon avis la série aurait coûté bien trop cher, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'épisodes qui puent le stéréotype et le cliché à plein nez, surtout dans la saison 1. Je trouve que dans la saison 2 ça s'est un petit peu amélioré, mais en fait, c'est assez intéressant de voir ça justement, notamment en suivant la série sur TV Showtime, parce qu'en fait, à chaque fin d'épisode, j'allais dire que j'avais vu l'épisode et je regardais les commentaires, et à chacun des épisodes, il y avait quelqu'un qui faisait un commentaire en disant que l'épisode du jour, ça se passait dans son pays et qu'il s'était trompé sur toute la ligne. C'est des clichés de cartes postales, c'est quand vous voyez d'ailleurs l'épisode français, en étant français vous rigolez un petit peu, quoi, surtout en étant parisien vous rigolez beaucoup. Tous les clichés vraiment autour de la police française, autour de tout ce qui est français, quoi, des trucs complètement improbables, vous avez l'impression d'être dans Ratatouille, quoi, grosso modo. Alors vous imaginez même pas comment ça se passe, quand ils sont en Italie, quand ils sont en Russie, quand ils sont en Jamaïque. Enfin, vous avez toujours quelqu'un qui vient commenter en disant putain mais ils ont trop mal illustrer leur pays. C'est plein de clichés. D'ailleurs en général les gens, les autochtones des pays qui vont visiter, c'est jamais des gens du cru, quoi. Donc c'est toujours en fait des Américains originaires de ce pays-là, mais du coup vous avez pas vraiment. Il me semble d'ailleurs dans les épisodes français, je me demande s'il y a pas les acteurs qui étaient québécois ou enfin bon voilà. Vous voyez toujours en fait au niveau des accents, au niveau de ce qui montre du pays, c'est très cliché. C'est pas très intéressant. Maintenant, la dynamique de l'équipe marchait bien, même si ça reste aussi du très cliché finalement, parce que comme d'habitude, comme dans Criminal Minds, ils arrivent pile poil à la fin, en flagrant délit, au moment où le mec il fait ah voilà. Ça, au bout d'un moment, vous y croyez plus, mais bon, vous continuez à regarder parce que c'est comme ça, entre guillemets. Mais voilà, ça restait intéressant malgré tout ça. Qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a eu deux choses qui étaient super pour moi en tout cas.
Un, c'était la présence de Daniel Aîné. Voilà, Daniel Aîné, je l'aime, je l'adore. L'acteur, donc il est américano-coréen, que j'ai découvert il y a plus de 10 ans dans un drama coréen, My Name is Kim Samsun. Si vous l'avez vu, vous voyez peut-être de quoi je parle. Il était dans un des films de X-Men, il était dans plusieurs séries que vous avez sans doute vu dans Hawaii Five-O, il était dans quoi, dans Three Rivers aussi. Enfin bon, il était dans plein de trucs. Et là, il a un rôle un peu plus important dans cette série-là. Et en plus, vu que cette série a été annulée, eh ben, il a rejoint donc l'équipe normale de Criminal Minds, donc première génération de Criminal Minds normale, donc à partir de la saison 13, ce qui me donne une excellente raison de regarder encore Criminal Minds saison 13. Et la deuxième bonne raison de regarder, notamment surtout la saison 2 de Criminal Minds Beyond Borders, c'est que dans la moitié des épisodes, et je rigole pas, c'est vraiment la moitié des épisodes, vous avez les personnages, enfin les acteurs de Supernatural. Je sais pas ce qui s'est passé entre ces deux séries-là, mais vous avez pas moins de 5 ou 6 acteurs. Donc c'est pas non plus un ou deux, hein, c'est 5 ou 6 qui se retrouvent dans Criminal Minds Beyond Borders. Donc vous avez eu Chuck, vous avez Gabriel, vous avez, comment il s'appelle, Papa Winchester jeune, vous avez, c'est Sheriff Mills, je crois, vous avez voilà quoi. Donc vous avez plein de persos Supernatural qui se retrouvent là-dedans, des fois deux en même temps. Il y avait Ostrich Show aussi avec Kevin dedans. Donc voilà, ça fait super plaisir de les voir, au-delà de la qualité moyenne des épisodes, on va dire, mais voilà, juste pour ça, à la limite, ça pourrait valoir le coup juste voilà, de les avoir vus au moins une fois dans sa vie. Alors on reste maintenant dans les serial killers encore, mais dans un ton totalement différent, bien plus sérieux et bien plus sombre. Je vais vous parler de Mindhunters. Alors Mindhunters, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une série sur Netflix qui n'a que 10 épisodes, je crois, la saison 1. La saison 2 n'est pas encore sortie. C'est une série qui a été produite par David Fincher, donc le papa de Seven, du film de Zodiac, et d'ailleurs, je pense que ça lui colle un peu à la peau les serial killers, de plein de films de Fight Club, enfin voilà, vous voyez. Et donc c'est en fait une série qui se passe dans les années 70 et qui en fait raconte les balbutiements, vraiment les débuts de l'équipe en fait qu'on suit dans Criminal Minds plus tard, voilà, de l'équipe de l'étude des comportements, et qui vont commencer à s'intéresser aux serial killers, à étudier ce phénomène et à aller interviewer donc les serial killers en question, et un petit peu à commencer à réfléchir autour de la nomenclature, du vocabulaire, donc comment on appelle ça, je perds mes mots, enfin, déjà le terme de serial killer qui n'était pas forcément du tueur en série, qui n'était pas forcément évident au début, de organiser, désorganiser, qu'est-ce que ça représente, enfin tous les trucs qu'on connaît maintenant, qu'on a l'impression qu'on a intégrés, qui ont toujours existé, mais en fait non, c'est pas si vieux que ça. Et vous suivez ça, et vous avez donc un couple, des partenaires, donc des agents du FBI qui vont commencer donc à aller interviewer des vrais serial killers, enfin bon, c'est pas les vrais qui vont bien dans la série, disons que ce sont des acteurs qui ressemblent beaucoup, genre vraiment beaucoup au tueur en série en question. Donc il commence avec Ed Kemper, et puis on s'ensuit avec d'autres serial killers. Et tout ça est hyper intéressant. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu justement à l'étude des comportements, à tout ce qui est policier autour de ces questions-là, c'est hyper intéressant. Même la réalisation de cette série est absolument magnifique. Les acteurs qui incarnent les serial killers, ils sont absolument parfaits. Je veux dire, il faudrait limite leur donner un award pour ça, parce que c'était, encore une fois, impressionnant. Le mec qui joue Ed Kemper, enfin moi qui me suis un petit peu intéressée à l'histoire d'Ed Kemper, qui ai vu des reportages, etc. autour de lui, je vois à quoi il ressemble, et il lui ressemble, mais limite trait pour trait. C'est assez déstabilisant, je dirais. Et voilà, faut avoir le cœur un peu bien accroché quand même. Alors on n'est pas dans du Hannibal où les meurtres sont très visuels et très pas glorifiés, mais voilà, limite embellis, si je puis dire. Là on est vraiment dans le crade, même si enfin c'est pas forcément
c'est pas du policier procédural. Là, vous n'avez pas un meurtre au début de l'épisode, ils vont enquêter et puis ils vont le résoudre à la fin. Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment au niveau psychologique, au niveau de comment ils construisent cette unité spéciale, comment ils font accepter justement ces études-là par leurs supérieurs et tout ça. Donc voilà, c'était c'est hyper intéressant et je recommande à tout le monde de jeter un œil à cette série. Alors sans transition aucune, j'enchaîne avec la prochaine série, vous allez voir ça n'a absolument rien à voir. Il s'agit de Mako Mermaids. Alors si vous suivez depuis quelques temps mes points séries, vous savez que voilà, j'ai un truc pour les sirènes, j'avais adoré H2O et la version donc qui avait suivi ensuite de Mako Mermaids, et il se trouve que Netflix avait, maintenant c'est produit par Netflix, hein, donc c'est là-dessus que vous trouvez cette série-là, et en fait donc ils ont mis à disposition la dernière série qui a pas beaucoup d'épisodes, je crois qu'il y en a eu 13 ou 16, quelque chose comme ça. Et j'ai regardé, donc du coup, moi j'adore regarder cette série-là, parce qu'en Australie, il fait chaud, ils sont tous en jupe en robe, il a l'air de faire super bon. En plus, voilà, c'est une sirène, ça nage, enfin, voilà quoi. Et c'est toujours vraiment la série pour ados, je dirais, vraiment dans toute sa splendeur. Il y a encore, je crois qu'il y a encore un petit changement, oui, un petit changement d'actrice. À chaque fois, ils en enlèvent une, ils en rajoutent une, etc. Ça permet justement de faire un peu de nouveauté. Donc Bye Bye Sirena, que j'aimais pas plus que ça, donc moi ça m'arrange. Et il y a Weilan qui est arrivée, donc une sirène qui vient de Shanghai, je crois. Donc une chinoise, et ce qui était plutôt pas trop mal. L'intrigue était aussi assez sympa, on suit, comme d'habitude, hein, c'est des trucs de sirène, quoi. Je veux pas faire un spoiler, mais il y a un personnage d'une ancienne série qui revient, mais j'étais là... Voilà. Donc voilà, c'est une petite série qui fait du bien par là où ça passe. Un peu dans le même genre que Gilmore Girls, voilà, la petite série gentille à regarder. En plus, si vous aimez les sirènes, j'ai envie de dire pourquoi pas. Je continue avec une autre série dont j'ai terminé la première saison, il s'agit de Riverdale. Alors Riverdale, encore une série qui est disponible sur Netflix, hein. Bon, on dirait que je suis abonnée à Netflix, mais oui, en fait, je suis abonnée à Netflix. Riverdale, au début, j'avais pas vraiment envie de regarder, je dois vous avouer, et puis je sais pas pourquoi, j'ai testé, je sais que Gaëlle, Bubblegum67, l'avait regardé, elle m'avait dit qu'elle l'avait limite binge-watché, elle avait tout regardé. Alors je sais que c'est plein de clichés, au niveau des personnages, c'est des clichés ambulants. Et en même temps, je veux dire, voilà, c'est Archie, quoi. Moi, je connaissais un petit peu la BD Archie, notamment parce qu'en fait, pour tout vous avouer, j'ai jamais lu les vrais BD d'Archie, mais je les ai vus dans un épisode spécial de Gen 13. C'est l'épisode 13 d'ailleurs, l'épisode 13 de Gen 13, où donc, ils étaient dedans, et c'est là-dedans que j'ai découvert Archie, Véronica, Betty, etc. Et puis au-delà de ça, moi, tout ce que je connaissais d'Archie, c'était la chanson Sugar, quoi, donc la chanson des années 50. Et que j'aime beaucoup d'ailleurs, je sais pas, ça me fait rire cette chanson-là, les paroles sont débiles, mais ça me fait rire. Et il y a un petit côté années 50, vraiment l'American Dream, l'American Way of Life dans toute sa splendeur, avec le gars qui hésite entre deux meufs, qui va se boire des milkshakes au diner du coin, enfin vraiment, voilà, j'avais vraiment cette idée-là dans la tête. Et en fait, j'étais hyper surprise de voir la direction qu'ils ont prise dans cette saison 1. En tout cas, j'ai pas encore vu la saison 2. Voilà. Bon, no spoil. D'ailleurs, je ne donnerai pas de spoil de la saison 1, j'espère. Mais voilà, il y a une espèce d'ambiance qui m'a beaucoup rappelé Broadchurch, en fait. Avec un meurtre vachement pesant, avec une espèce d'ambiance qui... Voilà, c'est comme le dôme qui tombe dessus, là, sur la ville de Riverdale. Qui est en fait une petite ville moyenne des États-Unis, comme il y en a 50 000 là-bas, et tout se complique autour de ce qui s'est passé ce jour-là du 4 juillet, à savoir qu'il y a un fils, en fait le fils des Blossom qui est mort, enfin au début qui est disparu, mais qu'on voit très vite qu'il a été assassiné. On sait pas par quoi, on sait pas par qui, on sait pas pourquoi, etc. Et tout tourne autour de ça, on est autour des personnages, et la culpabilité au fur et à mesure passe de l'un à l'autre, il y a plein de choses qui se passent, et ça m'a vraiment fait penser à Broadchurch, en plus du côté très américano-américain, genre on est dans un lycée, on va faire du football américain, machin, pop-punk girl, tout ça, voilà. C'était, voilà, mis à part ça, franchement, j'ai regardé ça, je l'ai regardé, je crois, en
2 semaines, quelque chose comme ça, donc je l'ai vraiment enfilé. Et j'ai vraiment beaucoup accroché au personnage en fait. Alors, autant Archie, je l'aime pas du tout. Voilà, je le mets, je le prends, je le mets de côté. Mais tous les autres persos, que ce soit Veronica, j'ai un amour sans borne pour Betty Cooper et pour son copain Jughead. Jughead, je kiffe, voilà, c'est officiel, je kiffe Jughead. Et puis le couple, Bughead, je le trouve super mignon. Voilà, enfin je peux pas dire grand chose de plus. Ah si, j'adore Cherry Blossom. Elle m'a complètement sublimée. C'est la peste en fait, et je trouve qu'ils l'ont fait d'une façon absolument intéressante parce elle est à la fois la peste du lycée, donc là vraiment la connasse qui est hyper riche, qui bully de tout le monde, et en même temps elle a des moments et des côtés qui sont hyper humains. Ils arrivent elle est pas tout noir ou tout blanc, elle est vraiment dans les nuances de gris. Oh, mon Dieu. Bref, et qui tout le temps, elle incarne le côté vraiment très glamour d'Hollywood. Je trouve qu'en fait, même Betty Cooper, même Veronica, etc., je trouve qu'elles ont quelque chose, toutes les trois, la brune, la blonde et la rousse, elles ont un petit côté très Hollywood des années 50 avec la rousse pulpeuse. Elle a toujours un rouge à lèvres rouge qui fait des lèvres absolument magnifiques avec des faux cils à plus savoir où ça s'arrête. Betty qui est vraiment dans la beauté la plus simple, la plus magnifique, et Ronnie qui est aussi le côté un peu femme fatale, un peu préppy aussi. Enfin je sais pas, il y a quelque chose qui en même temps qui m'a beaucoup intéressée dans cette série-là. Les filles de Riverdale sont absolument magnifiques. J'ai entendu dire que la saison 2 était un petit peu décevante, j'ai pas encore regardé, on va voir. Mais voilà, en tout cas la saison 1 était vraiment très très cool. Alors je continue avec une série chouchou chez moi, il s'agit de The Musketeers. Alors The Musketeers, j'en ai parlé à tort, à travers de tous les sens. Il y a 3 saisons, c'est une série de la BBC. Je viens de finir l'épisode 3, la saison 3, pardon, l'épisode 10 de la saison 3 il y a quelques jours. J'avais envie de me rouler en boule sur mon canapé en train de pleurer toutes les larmes de mon corps parce que c'est terminé. Mais j'adore cette série, je suis amoureuse de cette série, je suis amoureuse de ces personnages, et je suis surtout amoureuse de ce qu'ils en ont fait. Je trouve que ils se sont vraiment améliorés de saison en saison, et pourtant la saison 1 était aussi bien que la saison 2 et 3, donc voilà. On retrouve les personnages mythiques d'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis. Ils ont vraiment réussi à la fois à respecter les personnages de Dumas et aussi à les transcender. Je trouve qu'ils ont vraiment réussi à les pousser encore plus loin. Et en tout cas, en ce moment, quand je suis en train d'écouter le livre audio des Trois Mousquetaires, je peux me permettre de comparer par rapport à ça. Et en fait, je pense que je reviendrai là-dessus dans mon point lecture un peu plus en détail, mais cette série-là, pour moi, elle est vraiment ce que représentent en réalité les mousquetaires, dans le sens où la lecture que j'en fais, en toute honnêteté, me déçoit. Je suis en train de me rendre compte que finalement, je préfère ce que la culture populaire et ce que l'inconscient collectif a fait de ces personnages que l'œuvre originale, quoi. Je reviendrai, comme je disais, dans mon point lecture. Mais pour moi, donc cette série de la BBC, c'est vraiment le parangon de ce que sont Athos, Porthos et Aramis et D'Artagnan. Ce qu'ils sont dans ma tête, c'est ça, quoi. C'est pas une autre version, c'est celle-ci. Ils ont réussi à faire ça, pourtant j'en ai vu des films de mousquetaires, que ce soit les Français ou les Américains et tout ça, mais vraiment pour moi c'est vraiment on peut pas faire mieux que cette illustration des mousquetaires. Alors je sais que ça a absolument rien d'historique, genre rien du tout, parce que ils font en sorte que Aramis est donc amoureux de la reine et vice versa. On voit aussi beaucoup plus, je trouve, le roi, enfin donc Louis XIII, Anne d'Autriche, et à l'époque dans la saison 1 c'était Richelieu, mais il a disparu au moment de la saison 2 puisque Monsieur Capaldi est parti sur Doctor Who. Il aurait peut-être dû rester chez The Musketeers, mais bon, passons. Donc ils ont vraiment réussi de faire un tour de force, je trouve, en s'appropriant le mythe des Trois Mousquetaires, les personnages des Trois Mousquetaires,
et d'en faire quelque chose qui se tient, même si, comme je vous disais, c'est pas non plus hyper histo. Sans doute les gens qui s'intéressent à l'historicité des costumes, voilà, de tout le reste, aussi de tout ce qui est bataille et événements, disons, parce qu'à mon avis, la façon dont meurt Louis XIII, la façon dont les choses sont agencées, surtout à la fin de la saison 3, je vais pas trop en dire, mais à mon avis, ça a absolument pas... c'est pas du tout arrivé comme ça dans la vraie vie, je m'en rends compte, j'en suis consciente, et à la limite, je m'en fous, parce qu'ils ont dépeint, en fait, de ce 17e siècle français, moi, je trouve, ça se tient plutôt pas mal, et limite, voilà, j'ai beaucoup aimé cette série-là. Pour les personnages, j'ai redécouvert Athos, que j'avais mis, je voyais un petit peu en arrière par rapport aux autres, j'ai adoré Athos dans la saison 3. D'Artagnan est juste, voilà, alors que c'est vraiment une tête à claque, t'as envie de l'écraser sous ton talon dans le bouquin de Dumas. Et voilà, Aramis c'est pareil, Porthos n'en parlons pas, bref, même Milady de Winter, je trouve qu'elle a beaucoup plus de développement, beaucoup plus d'importance. Constance, n'en parlons pas, Constance elle est pas là la moitié du temps dans le bouquin de Dumas, alors que là elle a vraiment un rôle, les femmes ont un rôle important, même Anne d'Autriche a un rôle important dans cette série, ce que je leur remercie, je les en remercie. Donc voilà, si vous avez l'occasion si vous voulez regarder une série un petit peu historique mais pas trop, bien réalisée, avec des costumes à tomber par terre, avec des locations, enfin des décors à tomber par terre, je vous conseille ces 3 saisons de The Musketeers, je pense qu'elles valent vraiment. Alors je finis, donc il reste 2 séries, et ces 2 séries sont encore en cours à la maison. Je vais commencer par Black Mirror. Alors Black Mirror, je sais, ça fait longtemps que c'est sorti, tout le monde en parle, tout le monde me dit « Wow, mind blown, c'est trop génial », machin, mais j'ai jamais eu encore l'occasion de regarder. Et en fait, il se trouve qu'on avait terminé notre série en cours avec mon chéri, donc on s'est dit « Tiens, on n'a plus rien à regarder, qu'est-ce qu'on fait ?» On regarde ça, et BAM, la claque dans la gueule. Vraiment, c'est même plus une claque, c'est un coup de poing dans la gueule. Cette série, je sais pas s'il va falloir que je la présente, parce qu'à mon avis, tout le monde la connaît, c'est un peu comme Breaking Bad, quoi. C'est une série qui est vraiment centrée sur les nouvelles technologies dans notre monde et qui sont en fait une extrapolation à l'extrême en fait de traits des caractéristiques de notre comportement par rapport à certaines technologies, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à certaines choses, aussi à tout ce qui est l'intelligence artificielle, enfin vraiment voilà, tout ce qui est un petit peu technologie de pointe. Ils vont pousser ça à l'extrême et ils vont essayer de voir un peu nos torts et comment ça peut vriller, comment ça peut partir en couille pour chacun de ces trucs-là. Et chaque épisode est indépendants, différents des uns des autres, même si on peut un petit peu voir des rappels en fait d'un épisode à l'autre comme ça. C'est un petit peu des clins d'œil plus qu'autre chose. Et vous pouvez très bien regarder les choses dans le désordre. Et sans déconner, je suis pour l'instant, on m'a emmené à la saison 3 pour l'instant. Et chacun des épisodes était un coup de poing dans la gueule. À la fin, vous vous arrêtez, vous regardez comme ça, pendant 5 minutes, à essayer de remettre en place tout ce que vous venez de voir. C'est de la philosophie, c'est de la sociologie, c'est un miroir, Black Mirror, hein, c'est un miroir qui vous est montré, qui est pas très joli, même si c'est pas notre monde, c'est une extrapolation de notre monde, et c'est un petit peu c'est de l'anticipation, c'est ce que fait de mieux un peu la science-fiction en fait, c'est tout à fait ça. Et pour ça, voilà, je trouve que donc les Anglais, hein, c'est encore une fois des Anglais qui ont fait ça, donc la série a été récupérée par Netflix à partir de la saison 3, donc elle est plus américaine qu'anglaise à partir de la saison 3. Mais voilà, chaque épisode est un coup de poing et je pense que c'est une série qui ferait bon d'être vue par tout le monde, je pense. Je me demande si ce serait même pas intéressant qu'elle soit limite... visionnée, je pense plus au lycée qu'au collège, parce qu'il y a quand même des fois des scènes un peu dures. Et analyser, discuter, débattre en classe, je pense que ce serait une excellente idée. En tout cas, voilà, Black Mirror, je suis contente qu'on m'en ait parlé, je suis contente qu'on l'ait un petit peu,
travailler au corps pour qu'on la regarde parce qu'elle est vraiment excellente. Alors je termine donc par cette dernière série, la 9ème, que je suis encore en train de regarder. Je suis à peu près donc au milieu de la dernière saison. Il s'agit de Marvel Agent Carter. Alors Agent Carter, c'est en fait un spin-off de, comment dirais-je crois que c'est Captain America. Donc on voit Peggy Carter dans le premier Captain America, qui était un peu le love interest de comment il s'appelle, merde, enfin de Captain America, quoi, de Steve Rogers, voilà, merci. Et elle a donc sa propre série qui se passe donc à la fin de la guerre, donc dans les années 45-47, donc aux États-Unis. Voilà, Peggy Carter est une agent de la, c'est quoi la SSA, je sais plus. Enfin bref, espèce d'agent secret britannique, donc aux États-Unis, qui est une femme qui se laisse pas faire, qui a un franc caractère, qui est hyper débrouillarde, qui est souvent, pas des fois, souvent, comment dire, défie l'autorité, ce qu'ils aiment pas trop, défie les hommes, ce qu'ils n'aiment pas trop, et on est vraiment, voilà, dans cette Amérique des années fin 40, début 50, où les femmes sont pas grand chose à part des secrétaires et des femmes d'eux, et à cette fille-là qui arrive et qui défonce tout, quoi, et donc on est aussi donc dans l'univers de Marvel, donc on a Hydra, on a voilà, on est vraiment dans cette ambiance-là. On a le Howard Stark, donc le père de Tony Stark, qui est toujours en train d'imaginer, de fabriquer des trucs improbables. Et on a donc, j'adore c'est même plus un trio, c'est un quatuor entre donc Howard Stark, le Sousa, donc Peggy Carter et Jarvis, mon dieu. Vous payer des barres de rire avec cela, parce que voilà, il y a un petit peu le côté british versus les Américains. Il y a des traits d'humour, il y a un peu de féminisme, ce qui fait pas de mal. Il y a, voilà, vous avez une série qui malheureusement a été annulée. Il y a que 2 saisons, mais alors c'est 2 saisons qui sont absolument géniales à regarder. Je conseille à 2000%. Je vais faire un rapide bond dans le temps, puisque je me suis rendu compte en faisant le montage de ma vidéo point série que j'en avais oublié une et pas des moindres, et du coup je me suis dit il faut absolument que je filme et que je vous parle un petit peu de cette série, parce que voilà, c'était la série de l'été. Et j'ai oublié d'en parler. En fait, il s'agit de Stranger Things saison 2. Stranger Things saison 2, je vais essayer de pas spoiler pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, pour ceux qui n'ont pas encore vu la saison 1. Mais bon, je pense qu'après, il va falloir être dans un bunker pour passer à côté. Bref, Stranger Things, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'une bande de 4 gamins, en tout cas dans la saison 2 aussi, ils sont toujours potes, qui habitent dans une petite ville de l'Indiana, si je me souviens bien, donc Hawkins, et ça se passe dans les années 80, 83, si je me souviens bien. Et voilà, c'est une série où donc dans la première saison, il y a donc l'un des gamins qui disparaît, ses 3 potes essaient de le chercher. Il y a une créature qui se balade dans les bois, on sait pas trop d'où elle sort, on sait pas trop d'où elle vient, et voilà, tout tourne autour de ce mystère-là et de la recherche de Will. Et donc dans la saison 2, je vais pas trop spoiler, mais bon, c'est la suite directe de cette saison 1, et écoutez, sur le coup, j'ai vraiment bien aimé cette saison 2, perso. Je trouve qu'il continuait vraiment dans la lancée de la saison 1. Mais c'est vrai que, je sais pas, elle a gardé le charme de la saison 1. Il y a de nouveaux personnages qui sont intégrés donc, dans cette saison 2. On voit les personnages de la saison 1 avec vraiment beaucoup de plaisir de les retrouver. Il y a aussi, on sent qu'il y a plus de budget parce qu'il y a plus d'effets spéciaux et tout ça. Mais j'avoue que la saison 1 avait tellement marqué, tellement voilà, que la saison 2 était vraiment super. Franchement, je ne regrette pas de la regarder, mais il n'y a pas ce côté voilà, un peu waouh, trop bien de la saison 1, même si elle est vraiment vraiment très bien. Mais voilà, il y a des choses que j'ai vraiment beaucoup aimées, et notamment le développement des personnages. Là, du coup, ils ont aussi un petit peu plus de temps de développer tout ça. Ils ont réussi aussi à gérer beaucoup de choses, beaucoup de suspense et beaucoup de frustration aussi, parce que il faudra pas que j'en dise de trop, mais voilà, entre la relation entre Mike et Eleven, et je peux en dire plus, mais ce que j'ai vraiment aussi beaucoup aimé, c'est ce qu'ils ont fait, et j'ai oublié Steve, je crois, Steve, l'amoureux de Nancy,
Et voilà, la façon dont ce personnage-là évolue par rapport à Nancy aussi, par rapport à sa relation amoureuse avec elle, par rapport du coup au trio amoureux qu'il forme avec Jonathan, et la façon dont il devient en fait un babysitter qui est vachement cool, la espèce de relation de bromance entre lui et Dustin, qui les chapeaute de façon presque maternelle, les quatre gamins. Et voilà, donc c'était vraiment très cool cette saison 2, même s'il n'y a pas le côté waouh de la saison 1. Voilà, maintenant je vous propose de retourner quelques semaines en arrière. Donc voilà, ça ce sont les 9 séries dont je voulais vous parler, elles sont quasiment toutes terminées sauf donc Black Mirror et Agent Carter. Qu'est-ce que je vais regarder bientôt? Je vais faire une petite parenthèse là-dessus parce que voilà, je sais pas si je vais faire donc le challenge série 2018, on verra, ça se trouve je dis ça mais je le ferai, hein. Je le réussirai pas comme d'habitude, mais je pense qu'il y a surtout 2 séries dont je voulais vous parler qui vont bientôt commencer. D'ici quelques jours, je pense qu'elle aura commencé le temps que je poste cette vidéo, mais il y a la saison 2 de Trollhunters qui sort, je crois, la semaine prochaine, et je l'attends avec une certaine impatience. J'avais adoré la saison 1 et j'attends avec impatience la saison 2. Et il y a aussi une autre série qui va sortir, je crois en février 2018, et qui s'appelle Sirens. Alors, oui, encore une fois, des sirènes. Mais cette fois-ci, en fait, ils ont pris le parti apparemment dans cette série de partir sur un point de vue un tout petit peu plus sombre. On n'est pas dans une sirène Disney, voilà. On est dans une créature un peu plus dangereuse et j'avais vu la bande-annonce sur internet, vous pouvez aller voir Sirens, je sais pas si j'arrive à la retrouver, je vous mettrai le lien en dessous. Mais voilà, elle va commencer je crois en janvier ou février 2018 et j'ai extrêmement hâte de la commencer. Voilà, cette longue vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez vu une des séries dont je vous ai parlé, si vous voulez en discuter, n'hésitez pas à me laisser une petite bafouille là-dessous, sous cette vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et là-dessus, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne soirée, de bonnes fêtes de fin d'année, et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!